7e nuit. Sire, continua la sultane, les 3 calenders, le calife, le grand vizir Giafar, l'eunuque Mesrour et le porteur étaient tous au milieu de la salle, assis sur le tapis de pied, en présence des 3 dames qui étaient sur le sofa, et des esclaves, prêts à exécuter tous les ordres qu'elles voudraient leur donner. Le porteur, ayant compris qu'il ne s'agissait que de raconter son histoire pour se délivrer d'un si grand danger, prit la parole le premier et dit « Madame, vous connaissez déjà quel est le sujet qui m'a amené chez vous. Ainsi, ce que j'ai à vous raconter sera bientôt achevé. Madame votre sœur, que voilà, m'a pris ce matin à la place, où, en qualité de porteur, j'attendais que quelqu'un m'employât et me fît gagner ma vie. Je l'ai suivi chez un marchand de vin, chez un vendeur d'herbes, chez un vendeur d'oranges, de limons et de citrons, puis chez un vendeur d'amandes, de noix, de noisettes et d'autres fruits. Ensuite, chez un confiseur et chez un droguiste. De chez le droguiste, mon panier sur la tête et chargé autant que je le pouvais être, je suis venue jusque chez vous, où vous avez eu la bonté de me souffrir jusqu'à présent. C'est une grâce dont je me souviendrai éternellement. Voici mon histoire. Quand le porteur eut achevé, Zobéide, satisfaite, lui dit « Sauve-toi, marche, que nous ne te voyions plus. » « Madame, reprit le porteur, je vous supplie de me permettre encore de demeurer. Il ne serait pas juste qu'après avoir donné aux autres le plaisir d'entendre mon histoire, je n'eusse pas aussi celui d'écouter la leur. » En disant cela, il prit place sur un bout de sofa, fort joyeux de se voir hors d'un péril qui l'avait tant alarmé. Après lui, un des 3 calenders prenant la parole et s'adressant à Zobéide comme à la principale des 3 dames et comme à celle qui lui avait commandé de parler, commença ainsi son histoire. Histoire du premier calender, fils de roi. Madame, pour vous apprendre pourquoi j'ai perdu mon œil droit et la raison qui m'a obligée de prendre l'habit de calender, je vous dirai que je suis né fils de roi. Le roi, mon père, avait un frère qui régnait comme lui dans un état voisin. Ce frère eut 2 enfants, un prince et une princesse, et le prince et moi, nous étions à peu près du même âge. Lorsque j'eus fait tous mes exercices et que le roi, mon père, m'eut donné une liberté honnête, j'allais régulièrement chaque année voir le roi, mon oncle, et je demeurais à sa cour 1 mois ou 2, après quoi je me rendais auprès du roi, mon père. Ces voyages nous donnèrent l'occasion, au prince, mon cousin, et à moi, de contracter ensemble une amitié très forte et très particulière. La dernière fois que je le vis, il me reçut avec de plus grandes démonstrations de tendresse qu'il n'avait faites encore. Et voulant un jour me régaler, il fit pour cela des préparatifs extraordinaires. Nous fûmes après que à table. Et après que nous eûmes bien soupé tous deux, « Mon cousin, me dit-il, vous ne devineriez jamais à quoi je me suis occupé depuis votre dernier voyage. Il y a 1 an qu'après votre départ, je mis un grand nombre d'ouvriers en besogne pour un dessein que je médite. J'ai fait faire un édifice qui est achevé, et on y peut loger présentement. Vous ne serez pas fâché de le voir. Mais il faut auparavant que vous me fassiez serment de me garder le secret et la fidélité. Ce sont 2 choses que j'exige de vous. L'amitié et la familiarité qui étaient entre nous, ne me permettant pas de lui rien refuser, je fis sans hésiter un serment, tel qu'il le souhaitait. Alors il me dit « Attendez-moi ici, je suis à vous dans un moment. » En effet, il ne tarda pas à revenir, et je le vis entrer avec une dame d'une beauté singulière et magnifiquement habillée. Il ne me dit pas qui elle était, et je ne crus pas devoir m'en informer. Nous nous remîmes à table avec la dame, et nous y demeurâmes encore quelque temps, en nous entretenant de choses indifférentes, et en buvant des rasades à la santé de l'un et de l'autre. Après cela, le prince me dit « Mon cousin, nous n'avons pas de temps à perdre. Obligez-moi d'emmener avec vous cette dame et de la conduire d'un tel côté, à un endroit où vous verrez un tombeau en dôme, nouvellement bâti. Vous le connaîtrez aisément.
La porte est ouverte. Entrez-y ensemble et m'attendez. Je m'y rendrai bientôt. » Fidèle à mon serment, je n'en voulus pas savoir davantage. Je présentai la main à la dame. Et au moyen des renseignements que le prince, mon cousin, m'avait donnés, je la conduisis heureusement au clair de la lune, sans m'égarer. À peine fûmes-nous arrivés au tombeau, que nous vîmes paraître le prince qui nous suivait, chargé d'une petite cruche pleine d'eau, d'une houe et d'un sac où il y avait du plâtre. La houe lui servit à démolir le sépulcre vide qui était au milieu du tombeau. Il ôta les pierres l'une après l'autre et les rangea dans un coin. Quand il les eut toutes ôtées, il creusa la terre et je vis une trappe qui était sous le sépulcre. Il la leva et au-dessous j'aperçus le haut d'un escalier en limaçon. Alors mon cousin, s'adressant à la dame, lui dit « Madame, voilà par où l'on se rend au lieu dont je vous ai parlé. » La dame, à ces mots, s'approcha et descendit. Et le prince se mit en devoir de la suivre, mais se retournant auparavant de mon côté, « Mon cousin, me dit-il, je vous suis infiniment obligé de la peine que vous avez prise. Je vous en remercie. Adieu. » « Mon cher cousin, m'écriai-je, qu'est-ce que cela signifie ? » ?»« Que cela vous suffise, me répondit-il. Vous pouvez reprendre le chemin par où vous êtes venu. Scheherazade en était là, lorsque le jour venant à paraître l'empêcha de poursuivre. Le sultan se leva, fort en peine de savoir le dessein du prince et de la dame, qui semblaient vouloir s'enterrer tout vif. Il attendit impatiemment la nuit suivante pour en être éclairci. 38e nuit. Schahriar, ayant témoigné à la sultane qu'elle lui ferait plaisir de continuer le copte du premier calender, elle en reprit le fil dans ces termes. « Madame, dit le calender à Zobéide, je ne pus tirer autre chose du prince, mon cousin, et je fus obligée de prendre congé de lui. En m'en retournant au palais du roi, mon oncle, les vapeurs du vin me montaient à la tête. Je ne laissai pas néanmoins de gagner mon appartement et de me coucher. Le lendemain, à mon réveil, faisant réflexion sur ce qui m'était arrivé la nuit, et après avoir rappelé toutes les circonstances d'une aventure si singulière, il me sembla que c'était un songe. Prévenu de cette pensée, j'envoyai savoir si le prince, mon cousin, était en état d'être vu. Mais lorsque l'on me rapporta qu'il n'avait pas couché chez lui, qu'on ne savait pas ce qu'il était devenu, et qu'on en était fort en peine, je jugeai bien que l'étrange événement du tombeau n'était que trop véritable. J'en fus vivement affligée, et me dérobant à tout le monde, je me rendis secrètement au cimetière public, où il y avait une infinité de tombeaux semblables à celui que j'avais vu. Je passai la journée à les considérer, l'un après l'autre, mais je ne pus démêler celui que je cherchais, et je fis durant 4 jours la même recherche inutilement. Il faut savoir que pendant ce temps-là, le roi, mon oncle, était absent. Il y avait plusieurs jours qu'il était à la chasse. Je m'ennuyais de l'attendre. Et après avoir prié ses ministres de lui faire mes excuses à son retour, je partis de son palais pour me rendre à la cour de mon père, dont je n'avais pas coutume d'être éloignée si longtemps. Je laissai les ministres du roi, mon oncle, fort en peine d'apprendre ce qu'était devenu mon cousin. Mais pour ne pas violer le serment que j'avais fait de lui garder le secret, je n'osais les tirer d'inquiétude et ne voulus rien leur communiquer de ce que je savais. J'arrivai à la capitale où le roi, mon père, faisait sa résidence. Et contre l'ordinaire, je trouvai à la porte de son palais une grosse garde, dont je fus environnée en entrant. J'en demandai la raison, et l'officier, prenant la parole, me répondit « Prince, l'armée a reconnu le grand vizir à la place du roi, votre père, qui n'est plus, et je vous arrête, prisonnier, de la part du nouveau roi. » À ces mots, les gardes se saisirent de moi et me conduisirent devant le tyran. Jugez, madame, de ma surprise et de ma douleur. Ce rebelle vizir avait conçu pour moi une forte haine qu'il nourrissait depuis longtemps. En voici le sujet. Dans ma plus tendre jeunesse, j'aimais à tirer de l'arbalète. J'en tenais une un jour
du haut du palais sur la terrasse, et je me divertissais à en tirer. Il se présenta un oiseau devant moi. Je le mirais, mais je le manquais, et la flèche, par hasard, alla donner droit contre l'œil du vizir qui prenait l'air sur la terrasse de sa maison, et le creva. Lorsque j'appris ce malheur, j'en fis faire des excuses au vizir, et je lui en fis de moi-même. Mais il ne laissa pas d'en conserver un vif ressentiment, dont il me donnait des marques quand l'occasion s'en présentait. Il le fit éclater d'une manière barbare quand il me vit en son pouvoir. Il vint à moi comme un furieux d'abord qu'il m'aperçut, et enfonçant ses doigts dans mon œil droit, il l'arracha lui-même. Voilà par quelle aventure je suis borgne. Mais l'usurpateur ne borna pas là sa cruauté. Il me fit enfermer dans une caisse, et ordonna au bourreau de me porter en cet état fort loin du palais, et de m'abandonner aux oiseaux de proie, après m'avoir coupé la tête. Le bourreau, accompagné d'un autre homme, monta à cheval, chargé de la caisse, et s'arrêta dans la campagne pour exécuter son ordre. Mais je fis si bien par mes prières et par mes larmes que j'excitai sa compassion. « Allez, me dit-il, sortez promptement du royaume, et gardez-vous bien d'y revenir, car vous y rencontreriez votre perte, et vous seriez cause de la mienne. » Je le remerciai de la grâce qu'il me faisait, et ne fus pas plutôt seul que je me consolai d'avoir perdu mon œil, en songeant que j'avais évité un plus grand malheur. Dans l'état où j'étais, je ne faisais pas beaucoup de chemin. Je me retirais en des lieux écartés pendant le jour, et je marchais la nuit autant que mes forces me le pouvaient permettre. J'arrivai enfin dans les états du roi, mon oncle, et je me rendis à sa capitale. Je lui fis un long détail de la cause tragique de mon retour et du triste état où il me voyait. « Hélas !» s'écria-t-il, « n'était-ce pas assez d'avoir perdu mon fils ? Fallait-il que j'apprisse encore la mort d'un frère qui m'était cher et que je vous visse dans le déplorable état où vous êtes réduit ?» Il me marqua l'inquiétude où il était de n'avoir reçu aucune nouvelle du prince, son fils. Quelques perquisitions qu'il en eût fait faire et quelques diligences qu'il y eût apportées. Ce malheureux père pleurait à chaudes larmes en me parlant, et il me parut tellement affligé que je ne pus résister à sa douleur. Quelque serment que j'eusse fait au prince, mon cousin, il me fut impossible de le garder. Je racontai au roi, son père, tout ce que je savais. Le roi m'écouta avec quelque sorte de consolation, et quand j'eus achevé, « Mon neveu, me dit-il, le récit que vous venez de me faire me donne quelque espérance. J'ai su que mon fils faisait bâtir ce tombeau, et je sais à peu près en quel endroit. Avec l'idée qui vous en est restée, je me flatte que nous le retrouverons. Mais puisqu'il l'a fait faire secrètement, et qu'il a exigé de vous le secret, je suis d'avis que nous l'allions chercher tous deux seuls pour éviter l'éclat. Il avait une autre raison qu'il ne me disait pas, d'en vouloir dérober la connaissance à tout le monde. C'était une raison très importante, comme la suite de mon discours le fera connaître. Nous nous déguisâmes l'un et l'autre, et nous sortîmes par une porte du jardin qui ouvrait sur la campagne. Nous fûmes assez heureux pour trouver bientôt ce que nous cherchions. Je reconnus le tombeau, et j'en eus d'autant plus de joie que je l'avais en vain cherché longtemps. Nous y entrâmes, et trouvâmes la trappe de fer abattue sur l'entrée de l'escalier. Nous eûmes de la peine à la lever, parce que le prince l'avait scellée en dedans avec le plâtre et l'eau dont j'ai parlé. Mais enfin, nous la levâmes. Le roi, mon oncle, descendit le premier. Je le suivis, et nous descendîmes environ 50 degrés. Quand nous fûmes au bas de l'escalier et que nous nous trouvâmes dans une espèce d'antichambre remplie d'une fumée épaisse et de mauvaises odeurs, et dont la lumière que rendait un très beau lustre était obscurcie. De cette antichambre, nous passâmes dans une chambre fort grande, soutenue de grosses colonnes, et éclairée de plusieurs autres lustres. Il y avait une citerne au milieu, et l'on voyait plusieurs sortes de provisions de bouche rangées d'un côté. Nous fûmes assez surpris de n'y voir personne. Il y avait en face un sofa assez élevé, où l'on montait par quelques degrés, et au-dessus duquel paraissait un lit fort large, dont les rideaux étaient fermés. Le roi monta, et les ayant ouverts, il aperçut le prince, son fils, et la dame,
couchés ensemble, mais brûlés et changés en charbon, comme si on les eût jetés dans un grand feu et qu'on les en eût retirés avant que d'être consumés. Ce qui me surprit plus que toute autre chose, c'est qu'à ce spectacle qui faisait horreur, le roi, mon oncle, au lieu de témoigner de l'affliction en voyant le prince, son fils, dans un état si affreux, lui cracha au visage en lui disant d'un air indigné : « Voilà quel est le châtiment de ce monde, mais celui de l'autre durera éternellement. » Il ne se contenta pas d'avoir prononcé ces paroles. Il se déchaussa et donna sur la joue de son fils un grand coup de sa pantoufle. « Mais sire, dit Scheherazade, il est jour. Je suis fâchée que votre majesté n'ait pas le loisir de m'écouter davantage. » Comme cette histoire du premier calender n'était pas encore finie, et qu'elle paraissait étrange au sultan, il se leva dans la résolution d'en entendre la suite, la nuit suivante. 39e nuit. Le premier calender, continuant de raconter son histoire à Zobéide. « Je ne puis vous exprimer, madame, poursuivit-il, quel fut mon étonnement. Lorsque je vis le roi, mon oncle, maltraiter ainsi le prince, son fils, après sa mort. Sire, lui dis-je, quelque douleur qu'un objet si funeste soit capable de me causer, je ne laisse pas de la suspendre pour demander à votre majesté quel crime peut avoir commis le prince, mon cousin, pour mériter que vous traitiez ainsi son cadavre. Mon neveu, me répondit le roi, je vous dirai que mon fils, indigne de porter ce nom, aima sa sœur dès ses premières années, et que sa sœur l'aima de même. Je ne m'opposai point à leur amitié décente, parce que je ne prévoyais pas le mal qui en pourrait arriver. Qui aurait pu le prévoir? Cette tendresse augmenta avec l'âge, et parvint à un point que j'en craignis enfin la suite. J'y apportai alors le remède qui était en mon pouvoir. Je ne me contentai pas de prendre mon fils en particulier, et de lui faire une forte réprimande, en lui présentant l'horreur de la passion dans laquelle il s'engageait, et la honte éternelle dont il allait couvrir ma famille, s'il persistait dans des sentiments si criminels. Je représentai les mêmes choses à ma fille, et je la renfermai, de sorte qu'elle n'eut plus de communication avec son frère. Mais la malheureuse avait avalé le poison, et tous les obstacles que put mettre ma prudence à leur amour ne servirent qu'à l'irriter. Mon fils, persuadé que sa sœur était toujours la même pour lui, sous prétexte de se bâtir un tombeau, fit préparer cette demeure souterraine, dans l'espérance de trouver un jour l'occasion d'enlever le coupable objet de sa flamme et de l'amener ici. Il a choisi le temps de mon absence pour forcer la retraite où était sa sœur, et c'est une circonstance que mon honneur ne m'a pas permis de publier. Après une action si condamnable, il s'est venu renfermer avec elle dans ce lieu, qui l'a muni, comme vous le voyez, de toutes sortes de provisions, afin d'y pouvoir jouir longtemps de ces détestables amours, qui doivent faire horreur à tout le monde. Mais Dieu n'a pas voulu souffrir cette abomination, et les a justement châtiés l'un et l'autre. Il fondit en pleurs en achevant ces paroles, et je mêlai mes larmes avec les siennes. Quelque temps après, il jeta les yeux sur moi. « Mais, mon cher neveu, reprit-il en m'embrassant, si je perds un indigne fils, je retrouve heureusement en vous de quoi mieux remplir la place qu'il occupait. » Les réflexions qu'il fit encore sur la triste fin du prince et de la princesse, sa fille, nous arrachèrent de nouvelles larmes. Nous remontâmes par le même escalier et sortîmes enfin de ce lieu funeste. Nous abaissâmes la trappe de fer et la couvrîmes de terre et de matériaux dont le sépulcre avait été bâti, afin de cacher, autant qu'il nous était possible, un effet si terrible de la colère de Dieu. Il n'y avait pas longtemps que nous étions de retour au palais, sans que personne ne se fût aperçu de notre absence, lorsque nous entendîmes un bruit confus de trompettes, de timbales, de tambours et d'autres instruments de guerre. Une poussière épaisse, dont l'air était obscurci, nous apprit bientôt ce que c'était, et nous annonça l'arrivée d'une armée formidable. C'était le même vizir qui avait détrôné mon père et usurpé ses états, qui venait pour s'emparer aussi de ceux du roi mon oncle,
avec des troupes innombrables. Ce prince, qui n'avait alors que sa garde ordinaire, ne put résister à tant d'ennemis. Ils investirent la ville, et comme les portes leur furent ouvertes sans résistance, ils eurent peu de peine à s'en rendre maîtres. Ils n'en eurent pas davantage à pénétrer jusqu'au palais du roi, mon oncle, qui se mit en défense. Mais il fut tué, après avoir vendu chèrement sa vie. De mon côté, je combattis quelque temps. Mais voyant bien qu'il fallait céder à la force, je songeai à me retirer, et j'eus le bonheur de me sauver par des détours, et de me rendre chez un officier du roi, dont la fidélité m'était connue. Accablé de douleur, persécuté par la fortune, j'eus recours à un stratagème qui était la seule ressource qui me restait pour me conserver la vie. Je me fis raser la barbe et les sourcils, et ayant pris l'habit de calender, je sortis de la ville sans que personne me reconnût. Après cela, il me fut aisé de m'éloigner du royaume du roi, mon oncle, en marchant par des chemins écartés. J'évitai de passer par les villes, jusqu'à ce qu'étant arrivé dans l'empire du puissant commandeur des croyants, le glorieux et renommé calife Haroun al-Rachid, je cessai de craindre. Alors, me consultant sur ce que j'avais à faire, je pris la résolution de venir à Bagdad, me jeter aux pieds de ce grand monarque, dont on vante partout la générosité. Je le toucherai, disais-je, par le récit d'une histoire aussi surprenante que la mienne. Il aura pitié sans doute d'un malheureux prince, et je n'implorerai pas vainement son appui. Enfin, après un voyage de plusieurs mois, je suis arrivé aujourd'hui à la porte de cette ville. J'y suis entré sur la fin du jour, et m'étant un peu arrêté pour reprendre mes esprits et délibérer de quel côté je tournerais mes pas, cet autre calender que voici près de moi arriva aussi en voyageur. Il me salue, je le salue de même. « À vous voir, lui dis-je, vous êtes étranger comme moi. » Il me répond que je ne me trompe pas. Dans le moment qu'il me fait cette réponse, le troisième calender que vous voyez survient. Il nous salue et fait connaître qu'il est aussi étranger et nouveau venu à Bagdad. Comme frères, nous nous joignons ensemble et nous résolvons de ne pas nous séparer. Cependant, il était tard et nous ne savions pas où aller loger dans une ville où nous n'avions aucune habitude et où nous n'étions jamais venus. Mais notre bonne fortune nous ayant conduits devant votre porte, nous avons pris la liberté de frapper. Vous nous avez reçus avec tant de charité et de bonté, que nous ne pouvons assez vous en remercier. Voilà, madame, ajouta-t-il, ce que vous m'avez commandé de vous raconter. Pourquoi j'ai perdu mon œil droit, pourquoi j'ai la barbe et les sourcils ras, et pourquoi je suis en ce moment chez vous. C'est assez, dit Zobéide. Nous sommes contentes. Retirez-vous où il vous plaira. Le calender s'en excusa et supplia la dame de lui permettre de demeurer, pour avoir la satisfaction d'entendre l'histoire de ses deux confrères, qu'il ne pouvait, disait-il, abandonner honnêtement, et celle des 3 autres personnes de la compagnie. « Sire, dit en cet endroit Scheherazade, le jour que je vois m'empêche de passer à l'histoire du second calender. Mais si votre majesté veut l'entendre demain, elle n'en sera pas moins satisfaite que de celle du premier. » Le sultan y consentit et se leva pour aller tenir son conseil. 40e nuit. Scheherazade, adressant la parole au sultan, parla dans ces termes. « Sire, l'histoire du premier calender parut étrange à toute la compagnie, et particulièrement au calife. La présence des esclaves, avec leurs sabres à la main, ne l'empêcha pas de dire tout bas au vizir. Depuis que je me connais, j'ai bien entendu des histoires, mais je n'ai jamais rien ouï qui approchât de celle de ce calender. Pendant qu'il parlait ainsi, le second calender prit la parole, et l'adressant à Zobéide, « Histoire du second calender, fils de roi. Madame, dit-il, pour obéir à votre commandement, et vous apprendre par quelle étrange aventure je suis devenu borgne de l'œil droit, il faut que je vous conte toute l'histoire de ma vie. J'étais à peine hors de l'enfance que le roi, mon père,
car vous saurez, madame, que je suis né prince, remarquant en moi beaucoup d'esprit, n'épargna rien pour le cultiver. Il appela auprès de moi tout ce qu'il y avait dans ces états de gens qui excellaient dans les sciences et dans les beaux-arts. Je ne sus pas plutôt lire et écrire que j'appris par cœur l'Alcoran tout entier, ce livre admirable qui contient le fondement, les préceptes et la règle de notre religion. Et afin de m'en instruire à fond, je lus les ouvrages des auteurs les plus approuvés et qui l'ont éclairci par leurs commentaires. J'ajoutai à cette lecture la connaissance de toutes les traditions recueillies de la bouche de notre prophète par les grands hommes, ses contemporains. Je ne me contentais pas de ne rien ignorer de tout ce qui regardait notre religion. Je me fis une étude particulière de nos histoires. Je me perfectionnai dans les belles lettres, dans la lecture de nos poètes, dans la versification. Je m'attachai à la géographie, à la chronologie, et à parler purement notre langue, sans, toutefois, négliger aucun des exercices qui conviennent à un prince. Mais une chose que j'aimais beaucoup, et à quoi je réussissais principalement, c'était à former les caractères de notre langue arabe. J'y fis tant de progrès que je surpassais tous les maîtres écrivains de notre royaume, qui s'étaient acquis le plus de réputation. La renommée me fit plus d'honneur que je ne méritais. Elle ne se contenta pas de semer le bruit de mes talents par les états du roi, mon père. Elle le porta jusqu'à la cour des Indes, dont le puissant monarque, curieux de me voir, envoya un ambassadeur avec de riches présents pour me demander à mon père, qui fut ravi de cette ambassade pour plusieurs raisons. Il était persuadé que rien ne convenait mieux à un prince de mon âge que de voyager dans les cours étrangères. Et d'ailleurs, il était bien aise de s'attirer l'amitié du sultan des Indes. Je partis donc avec l'ambassadeur, mais avec peu d'équipage, à cause de la longueur et de la difficulté des chemins. Il y avait un mois que nous étions en marche, lorsque nous découvrîmes de loin un gros nuage de poussière, sous lequel nous vîmes bientôt paraître 50 cavaliers bien armés. C'étaient des voleurs, qui venaient à nous au grand galop. Scheherazade, étant en cet endroit, aperçut le jour et en avertit le sultan qui se leva. Mais, voulant savoir ce qui se passerait entre les 50 cavaliers et l'ambassadeur des Indes, ce prince attendit impatiemment la nuit suivante. 41e nuit. Il était presque jour lorsque Scheherazade reprit de cette manière l'histoire du second calender. « Madame, poursuivit le calender, en parlant toujours à Zobéide, comme nous avions 10 chevaux chargés de notre bagage et des présents que je devais faire au sultan des Indes, de la part du roi mon père, et que nous étions peu de monde, vous jugez bien que ces voleurs ne manquèrent pas de venir à nous hardiment. N'étant pas en état de repousser la force par la force, nous leur dîmes que nous étions des ambassadeurs du sultan des Indes, et que nous espérions qu'il ne ferait rien contre le respect qu'il lui devait. Nous crûmes sauver par là nos équipages et nos vies. Mais les voleurs nous répondirent insolemment. « Pourquoi voulez-vous que nous respections le sultan, votre maître ? Nous ne sommes pas ses sujets. Nous ne sommes pas même sur ses terres. » En achevant ces paroles, ils nous enveloppèrent et nous attaquèrent. Je me défendis le plus longtemps qu'il me fut possible. Mais, me sentant blessé, et voyant que l'ambassadeur, ses gens et les miens avaient tous été jetés par terre, je profitai du reste des forces de mon cheval, qui avait été aussi fort blessé, et je m'éloignai d'eux. Je le poussai tant qu'il put porter. Mais venant tout à coup à manquer sous moi, il tomba roide mort de lassitude et du sang qu'il avait perdu. Je me débarrassai de lui assez vite, et remarquant que personne ne me poursuivait, je jugeai que les voleurs n'avaient pas voulu s'écarter du butin qu'ils avaient fait. En cet endroit, Scheherazade, s'apercevant qu'il était jour, fut obligée de s'arrêter. « Ah, ma sœur, dit Dinarzade, je suis fâchée, je suis bien fâchée que vous ne puissiez pas continuer cette histoire. »« Si vous n'aviez pas été paresseuse aujourd'hui, répondit la sultane, j'en aurais dit davantage. »« Eh bien, reprit Dinarzade, je serai demain plus diligente, et j'espère
que vous dédommagerez la curiosité du sultan de ce que ma négligence lui a fait perdre. » Schahriar se leva sans rien dire et alla à ses occupations ordinaires. 42e nuit. Dinarzade ne manqua pas d'appeler la sultane de meilleure heure que le jour précédent. Et Scheherazade continua dans ces termes le conte du second calender. « Me voilà donc, madame, dit le calender, seul, blessé, destitué de tout secours, dans un pays qui m'était inconnu. Je n'osais reprendre le grand chemin, de peur de retomber entre les mains de ces voleurs. Après avoir bandé ma plaie, qui n'était pas dangereuse, je marchai le reste du jour, et j'arrivai au pied d'une montagne, où j'aperçus à mi-côté l'ouverture d'une grotte. J'y entrai, et j'y passai la nuit, un peu tranquillement, après avoir mangé quelques fruits que j'avais cueillis en mon chemin. Je continuai de marcher le lendemain et les jours suivants, sans trouver d'endroit où m'arrêter. Mais au bout d'un mois, je découvris une grande ville, très peuplée, et située d'autant plus avantageusement qu'elle était arrosée aux environs de plusieurs rivières et qu'il y régnait un printemps perpétuel. Les objets agréables qui se présentèrent alors à mes yeux me causèrent de la joie et suspendirent pour quelques moments la tristesse mortelle où j'étais de me voir en l'état où je me trouvais. J'avais le visage, les mains et les pieds d'une couleur basanée, car le soleil me les avait brûlés. À force de marcher, ma chaussure s'était usée et j'avais été réduit à marcher nu-pieds. Outre cela, mes habits étaient tous en lambeaux. J'entrai dans la ville pour prendre langue et m'informer du lieu où j'étais. Je m'adressai à un tailleur qui travaillait à sa boutique. À ma jeunesse et à mon air qui marquait autre chose que je ne paraissais, il me fit asseoir près de lui. Il me demanda qui j'étais, d'où je venais et ce qui m'avait amené. Je ne lui déguisai rien de tout ce qui m'était arrivé et ne fis pas même difficulté de lui découvrir ma condition. Le tailleur m'écouta avec attention. Mais lorsque j'eus achevé de parler, au lieu de me donner de la consolation, il augmenta mes chagrins. « Gardez-vous bien, me dit-il, de faire confidence à personne de ce que vous venez de m'apprendre, car le prince qui règne en ces lieux est le plus grand ennemi qu'est le roi, votre père, et il vous ferait sans doute quelque outrage s'il était informé de votre arrivée en cette ville. » Je ne doutais point de la sincérité du tailleur quand il m'eut nommé le prince. Mais comme l'inimitié qui était entre mon père et lui n'avait pas de rapport avec mes aventures, vous trouverez bon, madame, que je la passe sous silence. Je remerciai le tailleur de l'avis qu'il me donnait et lui témoignai que je m'en remettais entièrement à ses bons conseils et que je n'oublierais jamais le plaisir qu'il me ferait. Comme il jugea que je ne devais pas manquer d'appétit, il me fit apporter à manger et m'offrit même un logement chez lui, ce que j'acceptais. Quelques jours après mon arrivée, remarquant que j'étais assez remis de la fatigue du long et pénible voyage que je venais de faire, et n'ignorant pas que la plupart des princes de notre religion, par précaution contre les revers de la fortune, apprennent quelque art ou quelque métier pour s'en servir en cas de besoin, il me demanda si j'en savais quelqu'un dont je puisse vivre sans être à charge à personne. Je lui répondis que je savais l'un et l'autre droit, et que j'étais grammairien, poète, et surtout que j'écrivais parfaitement bien. « Avec tout ce que vous venez de dire, répliqua-t-il, vous ne gagnerez pas dans ce pays-ci de quoi vous avoir un morceau de pain. Rien n'est plus inutile ici que ces sortes de connaissances. Si vous voulez suivre mon conseil, ajouta-t-il, vous prendrez un habit court. Et comme vous me paraissez robuste et d'une bonne constitution, vous irez dans la forêt prochaine faire du bois à brûler. Vous viendrez l'exposer en vente à la place, et je vous assure que vous vous ferez un petit revenu, dont vous vivrez indépendamment de personne. Par ce moyen, vous vous mettrez en état d'attendre que le ciel vous soit favorable, qu'il dissipe le nuage de mauvaise fortune qui traverse le bonheur de votre vie, et vous oblige à cacher votre naissance. Je me charge de vous faire trouver une corde et une cognée. La crainte d'être reconnu et la nécessité de vivre me déterminèrent à prendre ce parti.
malgré la bassesse et la peine qui y était attachée. Dès le jour suivant, le tailleur m'acheta une cognée et une corde, avec un habit court, et me recommandant à de pauvres habitants qui gagnaient leur vie de la même manière, il les pria de me mener avec eux. Ils me conduisirent à la forêt, et dès le premier jour, j'en rapportai sur ma tête une grosse charge de bois, que je vendis une demi-pièce de monnaie d'or du pays. Car quoique la forêt ne fût pas éloignée, le bois néanmoins ne laissait pas d'être cher en cette ville, à cause du peu de gens qui se donnaient la peine d'en aller couper. En peu de temps, je gagnai beaucoup, et je rendis au tailleur l'argent qu'il avait avancé pour moi. Il y avait déjà plus d'une année que je vivais de cette sorte, lorsqu'un jour, ayant pénétré dans la forêt plus avant que de coutume, j'arrivai dans un endroit fort agréable, où je me mis à couper du bois. En arrachant une racine d'arbre, j'aperçus un anneau de fer attaché à une trappe de même métal. J'ôtai aussitôt la terre qui la couvrait. Je la levai, et je vis un escalier par où je descendis avec ma cognée. Quand je fus au bas de l'escalier, je me trouvai dans un vaste palais, qui me causa une grande admiration par la lumière qui l'éclairait, comme s'il eût été sur la terre dans l'endroit le mieux exposé. Je m'avançai par une galerie soutenue de colonnes de jaspe, avec des bases et des chapiteaux d'or massif. Mais voyant venir au-devant de moi une dame, elle me parut avoir un air si noble, si aisé, et une beauté si extraordinaire, que détournant mes yeux de tout autre objet, je m'attachai uniquement à la regarder. Là, Scheherazade cessa de parler, parce qu'elle vit qu'il était jour. 43e nuit. Dinarzade fut encore très diligente cette nuit, et la sultane, pour satisfaire à l'empressement de sa sœur, se mit à raconter ce qui se passa dans ce palais souterrain entre la dame et le prince. Le second calender, continua-t-elle, poursuivant son histoire. Pour épargner à la belle dame, dit-il, la peine de venir jusqu'à moi, je me hâtai de la rejoindre, et dans le temps que je lui faisais une profonde révérence, elle me dit « Qui êtes-vous ? Êtes-vous homme ou génie ?»« Je suis homme, madame, lui répondis-je en me relevant, et je n'ai point de commerce avec les génies. Par quelle aventure, reprit-elle avec un grand soupir. Vous trouvez-vous ici? Il y a 25 ans que j'y demeure, et pendant tout ce temps-là, je n'y ai pas vu d'autre homme que vous. Sa grande beauté, qui m'avait déjà donné dans la vue, sa douceur et l'honnêteté avec laquelle elle me recevait, me donnèrent la hardiesse de lui dire « Madame, avant que j'aie l'honneur de satisfaire votre curiosité, permettez-moi de vous dire que je me sais un gré infini de cette rencontre imprévue, qui m'offre l'occasion de me consoler dans l'affliction où je suis, et peut-être celle de vous rendre plus heureuse que vous n'êtes. » Je lui racontai fidèlement par quel étrange accident elle voyait en ma personne le fils d'un roi, dans l'état où je paraissais en sa présence, et comme le hasard avait voulu que je découvrisse l'entrée de sa prison, magnifique, mais ennuyeuse, selon toutes les apparences. « Hélas, prince, dit-elle en soupirant encore, vous avez bien raison de croire que cette prison si riche et si pompeuse ne laisse pas d'être un séjour fort ennuyeux. Les lieux les plus charmants ne sauraient plaire lorsqu'on y est contre sa volonté. Il n'est pas possible que vous n'ayez jamais entendu parler du grand Épitimarus, roi de l'île d'Ébène, ainsi nommé à cause de ce bois précieux qu'elle produit si abondamment. Je suis la princesse, sa fille. Le roi, mon père, m'avait choisi pour époux un prince qui était mon cousin. Mais la première nuit de mes noces, au milieu des réjouissances de la cour et de la capitale du royaume de l'île d'Ébène, avant que je fusse livrée à mon mari, un génie m'enleva. Je m'évanouis en ce moment, je perdis toute connaissance, et lorsque j'eus repris mes esprits, je me trouvai dans ce palais. J'ai été longtemps inconsolable. Mais le temps et la nécessité m'ont accoutumé à voir et à souffrir le génie. Il y a 25 ans, comme je vous l'ai dit, que je suis dans ce lieu, où je puis dire que j'ai à souhait tout ce qui est nécessaire à la vie, et tout ce qui peut contenter une princesse qui n'aimerait que les parures et les ajustements.
De 10 jours en 10 jours, le génie vient coucher une nuit avec moi. Il n'y couche pas plus souvent, et l'excuse qu'il en apporte est qu'il est marié à une autre femme, qui aurait de la jalousie, si l'infidélité qu'il lui fait venait à sa connaissance. Cependant, si j'ai besoin de lui, soit de jour, soit de nuit, je n'ai pas plutôt touché un talisman qui est à l'entrée de ma chambre que le génie paraît. Il y a aujourd'hui 4 jours qu'il est venu. Ainsi, je ne l'attends que dans 6. C'est pourquoi vous en pourrez demeurer 5 avec moi, pour me tenir compagnie, si vous le voulez bien, et je tâcherai de vous régaler selon votre qualité et votre mérite. Je me serais estimé trop heureux d'obtenir une si grande faveur en la demandant, pour la refuser, après une offre si obligeante. La princesse me fit entrer dans un bain le plus propre, le plus commode et le plus somptueux que l'on puisse s'imaginer. Et lorsque j'en sortis, à la place de mon habit, j'en trouvai un autre, très riche, que je pris moins pour sa richesse que pour me rendre plus digne d'être avec elle. Nous nous assîmes sur un sofa garni de superbes tapis et de coussins d'appui, du plus beau brocart des Indes. Et quelque temps après, elle mit sur une table des mets très délicats. Nous mangeâmes ensemble. Nous passâmes le reste de la journée très agréablement, et la nuit, elle me reçut dans son lit. Le lendemain, comme elle cherchait tous les moyens de me faire plaisir, elle me servit au dîner une bouteille de vin vieux, le plus excellent que l'on puisse goûter, et elle voulut bien, par complaisance, en boire quelques coups avec moi. Lorsque j'eus la tête échauffée de cette liqueur agréable, « Belle princesse, lui dis-je, il y a trop longtemps que vous êtes enterrée toute vive. Suivez-moi, venez jouir de la clarté du véritable jour dont vous êtes privée depuis tant d'années. Abandonnez la fausse lumière dont vous jouissez ici. » « Prince, me répondit-elle en souriant, laissez là ce discours. Je compte pour rien le plus beau jour du monde, pourvu que de 10 jours vous m'en donniez 9 et que vous cédiez le 10e au génie. Princesse, repris-je, je vois bien que la crainte du génie vous fait tenir ce langage. Pour moi, je le redoute si peu que je vais mettre son talisman en pièces avec le grimoire qui est écrit dessus. Qu'il vienne alors, je l'attends. Quelque brave, quelque redoutable qu'il puisse être, je lui ferai sentir le poids de mon bras. Je fais serment d'exterminer tout ce qu'il y a de génie au monde, et lui le premier. La princesse, qui en savait la conséquence, me conjura de ne pas toucher au talisman. « Ce serait le moyen, me dit-elle, de nous perdre, vous et moi. Je connais les génies mieux que vous ne les connaissez. » Les vapeurs du vin ne me permirent pas de goûter les raisons de la princesse. Je donnai du pied dans le talisman et le mis en plusieurs morceaux. En achevant ces paroles, Scheherazade, remarquant qu'il était jour, se tut, et le sultan se leva. 44e nuit. Scheherazade continua de parler ainsi, sous la personne du second calender. Le talisman ne fut pas sitôt rompu que le palais s'ébranla, prêt à s'écrouler, avec un bruit effroyable et pareil à celui du tonnerre, accompagné d'éclairs redoublés et d'une grande obscurité. Ce fracas épouvantable dissipa en un moment les fumées du vin et me fit connaître, mais trop tard, la faute que j'avais faite. « Princesse, m'écriai-je, que signifie ceci ?» Elle me répondit, tout effrayée, et sans penser à son propre malheur. « Hélas, c'est fait de vous, si vous ne vous sauvez. » Je suivis son conseil, et mon épouvante fut si grande que j'oubliai ma cognée et mes babouches. J'avais à peine gagné l'escalier par où j'étais descendue que le palais enchanté s'entr'ouvrit et fit un passage au génie. Il demanda, en colère à la princesse, « Que vous est-il arrivé, et pourquoi m'appelez-vous » ? « Un mal de cœur, lui répondit la princesse, m'a obligée d'aller chercher la bouteille que vous voyez. J'en ai bu 2 ou 3 coups. Par malheur, j'ai fait un faux pas et je suis tombée sur le talisman qui s'est brisé. Il n'y a pas autre chose. » À cette réponse, le génie, furieux, lui dit « Vous êtes une impudente, une menteuse, la cognée et les babouches que voilà. Pourquoi se trouve-t-elle ici ?»« Je ne les ai jamais vues qu'en ce moment,
répondit la princesse. De l'impétuosité dont vous êtes venu, vous les avez peut-être enlevés avec vous, en passant par quelque endroit, et vous les avez apportés sans y prendre garde. Le génie ne repartit que par des injures et par des coups dont j'entendis le bruit. Je n'eus pas la fermeté d'ouïr les pleurs et les cris pitoyables de la princesse maltraitée d'une manière si cruelle. J'avais déjà quitté l'habit qu'elle m'avait fait prendre et repris le mien, que j'avais porté sur l'escalier le jour précédent à la sortie du bain. Ainsi, j'achevais de monter, d'autant plus pénétré de douleur et de compassion que j'étais la cause d'un si grand malheur, et qu'en sacrifiant la plus belle princesse de la terre à la barbarie d'un génie implacable, je m'étais rendu criminel et le plus ingrat de tous les hommes. Il est vrai, disais-je, qu'elle est prisonnière depuis 25 ans. Mais la liberté à part, elle n'avait rien à désirer pour être heureuse. Mon emportement met fin à son bonheur et la soumet à la cruauté d'un démon impitoyable. J'abaissai la trappe, la recouvris de terre et retournai à la ville avec une charge de bois que j'accommodais sans savoir ce que je faisais, tant j'étais troublée et affligée. Le tailleur, mon hôte, marqua une grande joie de me revoir. « Votre absence, me dit-il, m'a causé beaucoup d'inquiétude à cause du secret de votre naissance que vous m'avez confié. Je ne savais ce que je devais penser et je craignais que quelqu'un ne vous eût reconnu. Dieu soit loué de votre retour. » Je le remerciai de son zèle et de son affection, mais je ne lui communiquai rien de ce qui m'était arrivé, ni de la raison pour laquelle je retournais sans cogner et sans babouche. Je me retirai dans ma chambre où je me reprochais 1000 fois l'excès de mon imprudence. Rien, me disais-je, n'aurait égalé le bonheur de la princesse et le mien, si j'eusse pu me contenir et que je n'eusse pas brisé le talisman. Pendant que je m'abandonnais à ces pensées affligeantes, le tailleur entra et me dit « Un vieillard que je ne connais pas vient d'arriver avec votre collier et vos babouches qu'il a trouvées en son chemin, à ce qu'il dit. Il a appris de vos camarades qui vont au bois avec vous que vous demeuriez ici. Venez lui parler, il veut vous les rendre en main propre. » À ce discours, je changeai de couleur et tout le corps me trembla. Le tailleur m'en demandait le sujet lorsque le pavé de ma chambre s'entr'ouvrit. Le vieillard, qui n'avait pas eu la patience d'attendre, parut et se présenta à nous avec la cognée et les babouches. C'était le génie, ravisseur de la belle princesse de l'île d'Ébène, qui s'était ainsi déguisé après l'avoir traitée avec la dernière barbarie. « Je suis génie, nous dit-il, fils de la fille d'Éblis, prince des génies. N'est-ce pas là ta cognée ?» ajouta-t-il en s'adressant à moi. « Ne sont-ce pas là tes babouches ?» Scheherazade, en cet endroit, aperçut le jour et cessa de parler. Le sultan trouvait l'histoire du second calender trop belle pour ne pas vouloir en entendre davantage. C'est pourquoi il se leva, dans l'intention d'en apprendre la suite le lendemain. Bonjour et bienvenue sur le 6e vlog lecture sur les Mille et une nuits. J'ai donc lu cette fois-ci les nuits 37 à 44, soit 8 nuits. Je me suis arrêtée un petit peu abruptement parce qu'en fait les histoires des 3 calendars ça continue pas mal par la suite et je trouvais ça un petit peu, pas forcément longué, mais j'avais envie de varier, donc ça coupe assez brutalement. Et en plus, en plein cliffhanger des familles, histoire de nous maintenir dans l'intérêt. Donc encore des histoires de génie. Alors ça, j'aime bien. Et il y a aussi le côté un petit peu moralisateur, mais ce qui est normal du conte, le fait de devoir respecter sa parole, le fait de... je crois qu'il y avait à peu près que ça, hein, en morale. Il y a aussi encore des vizirs qui veulent être sultans à la place du sultan. Bon, je pense que ça c'est assez classique, hein. C'est comme sans doute des gens qui ont déjà du pouvoir et qui veulent atteindre un pouvoir supérieur.
C'est assez classique c'est assez classique en fait dans les destinées et les volontés humaines, donc on s'y retrouve pas mal. Ils ont beaucoup de palais cachés sous la terre ou dans les eaux, j'ai l'impression. Ça fait un petit peu enfin une ambiance presque. Ça me fait penser à la Dame du Lac. Bon, le palais sous l'eau, mais là c'est le palais sous la terre. Ça fait très oasis la description de la ville où le deuxième calendar ne doit pas dire qu'il est né prince parce que le roi est l'ennemi de son père. En plus, au passage, on balaye le oui, en fait, mon père, il peut pas blairer ce roi-là et réciproquement, mais bon, c'est comme ça. Donc on va se contenter d'un bon c'est comme ça. C'est assez marrant comment c'est construit. Mais c'est vrai, il y a quand même une atmosphère, et puis il y a toujours cette menace qui pèse sur Scheherazade. Ça me fait rire un peu le côté aussi où il y a les nuits qui sont plus courtes, parce que Dinarzade, elle arrive pas trop à se lever avant le lever du soleil. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a... Enfin, comme on n'a pas accès à ce qui se passe le jour, j'ai l'impression que le sultan, le jour, il vaque à ses occupations et que les deux frangines, elles passent le temps. Mais il y a quand même toujours la menace qui pèse sur Scheherazade. Donc il doit certainement y avoir des peurs chez elle, même si je pense qu'elle a vraiment confiance en elle et en ses contes. Elle a vraiment une force de caractère de fou, Scheherazade. Dinarzade, je pense qu'elle a confiance en Scheherazade aussi. Et l'intérêt du sultan est maintenu, donc la menace est toujours présente, mais elle est un peu plus éloignée, j'ai l'impression. Mais il y a zéro communication entre le sultan et Scheherazade, hein, ça parle pas du tout. Et je me projette un petit peu comme si c'était dans un roman ou dans un film, enfin, comme si cette histoire-là était extraite des contes. Mais je me dis en fait, c'est quoi le quotidien de Scheherazade? Est-ce que le sultan il couche avec elle? S'ils font l'amour, est-ce qu'il y a des sentiments? Parce que moi ce que j'ai lu, mais j'ai pas recreusé le truc, je ferai des vidéos thématiques là-dessus. Antoine Galland a fait le choix de ne pas placer tout l'érotisme qui était présent dans Les Mille et une nuits. Donc on peut supposer que cet érotisme-là était présent notamment dans les scènes un petit peu de partout, entre guillemets, de la femme de Schahriar avec les esclaves noirs. Donc j'ai toujours l'impression que c'était bien des esclaves noirs, c'était pas des génies. Même si les génies sont représentés dans l'art musulman, arabe, comme ayant la peau noire. Ça c'est leur iconographie. C'est ce que j'ai lu. Mais j'ai pas creusé, hein. Je ferai des vidéos thématiques plus tard. Mais du coup, c'est quoi le quotidien de Scheherazade et de Schahriar? Il n'y a rien en fait. Il y a que le seul. On a l'impression que le seul lien qu'il y a entre le sultan et la sultane, parce qu'il l'a quand même épousée, c'est ces contes-là qui permettent d'éloigner en distance ou dans le temps la menace. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de détente, mais en fait le peu qu'on lit sur Scheherazade, Dinarzade et le sultan, on ressent, enfin moi je ressens en tout cas la relation très forte qu'il y a entre les deux sœurs. Je ressens la confiance que Scheherazade elle a en sa capacité de conter des histoires, de susciter l'attention du sultan, de survivre en fait. Je pense que Dinarzade aussi, elle y croit à fond de ça. Parce qu'on se dit, si l'autre là, d'un coup, il change d'avis, c'est le père qui est censé la tuer. C'est le vizir. C'est le père de Scheherazade qui est censé l'exécuter au matin. Et il avait déjà étranglé quand même pas mal d'épouses du sultan. Donc il obéira. Pour moi, ça c'est clair. Ça avait été dit au tout début aussi, le vizir obéira au sultan. Ça serait assez intéressant aussi d'ailleurs de creuser. Est-ce que
en termes de régime, nous on avait les rois absolus qui étaient, les monarchies d'ordre divin. Mes cours d'histoire à ce niveau-là, ça remonte vachement, mais pour moi c'était des monarques qui étaient... c'était une monarchie habituelle qui se transmettait par les hommes, mais il y avait quand même le droit divin. Donc c'est comme si Dieu venait dire, ce roi-là, je l'ai choisi aussi, je le valide. Est-ce que chez les sultans, il y a un petit peu la même chose, dans la mesure où Allah vient, entre guillemets, valider le sultan. Je parle de cette époque, je parle des contes des mille et une nuits, hein. Je parle pas de maintenant. Mais ça peut être intéressant à creuser pour voir si le sultanat était de droit divin, tout comme nos monarchies l'étaient également. C'est une question que je me pose. Et il me semble que là, on a la plus grosse mention sur le Coran, sur l'islam. Ça m'a fait rire le côté Al-Coran. Donc, on m'a expliqué que c'était une licence poétique. Parce que pour moi, Al-Coran, ça veut déjà dire le Coran. Donc dire l'Al-Coran, c'est répéter le déterminant, le. Mais j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu ce que j'ai pu lire sur les génies. À savoir que, moi ce que j'ai entendu, c'était dans American Gods. Dans la série comme dans le livre, il me semble bien que je me répète sans doute, hein, mais c'est pas grave, vous aurez oublié depuis, mais les génies étaient présents. Il y a certains génies qui étaient présents avant que Allah arrive et qui ont dû se convertir. Donc en gros, les bons génies se sont convertis, les mauvais génies ont été détruits ou, si je ne me trompe pas, étaient trop puissants pour être détruits, donc sont devenus entre guillemets des démons. Ce qui a dû être aussi par rapport à la religion chrétienne, c'est ce qui a dû arriver aux créatures qui existaient. Moi j'ai l'impression que, en gros, tout ce qui était créature d'avant, les fées, etc., le petit butin des bois et compagnie, ça a été classifié démon quand la religion chrétienne s'est répandue et a balayé les anciennes religions païennes. C'est à gros traits, gros résumé, ce que j'en ai compris. Je me trompe peut-être, je fais sûrement des gros raccourcis, mais c'est des questions que je me pose. Donc voilà, je vois pas trop quoi dire. Les prochains vlogs lecture. Le prochain, on va finir le deuxième calendar, l'histoire du deuxième calendar. Et il y en aura un ou deux encore pour finir l'histoire du troisième calendar, pour le commencer. Et après, il y a l'histoire des filles. Donc, est-ce que on avait le petit marchand là qui était perdu? Il y a les esclaves, il y a le chef des eunuques, le vizir et un prince ou un sultan qui est là aussi, qui sont déguisés. En fait, c'est pas évident mais je pense qu'on peut pas lire les mille et une nuits d'un coup non plus comme un roman. Mais c'est pas, j'arrive pas à les lire en fait tous les soirs. Moi, il faut que je fasse des interruptions. Bref, on est parti dans une grande aventure. Et ce n'est que le premier volume. Je pense que je ferai une pause pour d'autres contes à la fin du premier volume, histoire de diversifier un petit peu les lectures, puis partir ailleurs. Mais quand je reprendrai Bon, là, ça va être dans longtemps parce que là, on a un quart du premier volume. Mais quand je reprendrai la lecture du deuxième volume, qui est donc la suite du premier, évidemment, je referai un petit récap. Je lirai un résumé du premier volume. On n'a pas besoin de tout savoir, hein, ce sera toujours Scheherazade qui raconte des contes à Schahriar et sa sœur qui lui sert de réveil matin quand elle arrive à se lever. Mais je ferai un récap. Parce que moi j'ai envie de voyager un peu du côté de chez Andersen, Grimm, Perrault, Madame d'Aulnoy. Ou pas. On verra. Bon j'espère que ça vous plaît toujours autant. C'est pas évident ces récits enchâssés et moi je manque de matière sur Scheherazade et Schahriar. Parce que j'ai envie d'imaginer ce qu'ils font en fait. Quelle est leur relation. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de relation.
J'ai l'impression que Shahryar a été tellement vexé, enfin tellement blessé par sa femme qui l'a trompé qu'il est incapable d'aimer pour le moment. Très peu qu'on en dit, hein. Parce que Shahryar, en gros, le compte s'arrête, pouf, il se lève, il va bosser. Bon, bah, en gros, Sherazade, c'est bon, bah, on dirait que je vais vivre une nuit de plus. Ça doit pas être évident, hein, en se mettant un peu à leur place. Et je trouve que ça arrive justement à... Enfin, moi, en tant que lectrice, je me mets un peu à la place de Sherazade. Chose qui... Souvent, en fait, dans les contes, j'ai l'impression qu'on va être un peu moins en empathie avec les personnages parce que ce sont vraiment des archétypes, ils sont pas caractérisés. On ne sait pas si Blanche-Neige, elle est frileuse, à part qu'elle... Enfin... Vous voyez, comme ils sont archétypaux et qu'on ne sait pas si elle est frileuse et si elle a froid aux pieds, je dis des conneries, hein, mais on se met moins à leur place. On suit l'histoire, enfin la langue est belle, l'histoire est dans le merveilleux, etc. Mais j'ai l'impression d'être moins en empathie sur des contes, alors que j'adore ça. Hein. Moi, je dis pas que j'aime pas ça, hein. Mais là, je suis en empathie, je pense, avec Sherazade. Parce que il y a toujours cette épée de Damoclès qui est sur elle. Donc voilà. Allez, je m'arrête là parce que ça fait bien trop long. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée et à tout bientôt. Rêvez tout plein.